Autour de cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Alexandre, qui est directeur de l'agence événementielle MCI, Tristan Bagot, digital designer et créatif développeur, Boris Bergerot, fondateur de StackRN Group, Quentin Vialat, qui est UI et UX designer chez Vcult, Sophie Couraud, fondatrice et dirigeante de l'agence C et compagnie, et j'accueille également notre grand témoin Laurence Gosse, qui est responsable développement pédagogique à l'ISCOM, notamment en charge du programme Influence et stratégie de l'événement. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette première table ronde. Donc merci Hugo, merci à tous, je suis ravie d'être là. Merci pour votre invitation. C & Compagnie, c'est un cabinet conseil qui a maintenant 25 ans et qui crée des écoles internes aux entreprises, soit dans les entreprises de biens d'équipement. On a fait les écoles internes Philips, HP. On a beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique et depuis une quinzaine d'années, on a créé la majorité des écoles internes, mais aussi externes pour le luxe. Donc, quand on parle d'écoles externes, je peux vous en citer quelques-unes, comme l'école des arts joailliers de Van Cleef & Arpels. Les écoles internes, bien sûr, je ne pourrais pas vous les citer. Donc, on est en plein milieu de la grande marmite de digitalisation de tous nos contenus et de tous nos événements, puisque la formation et l'edutainment, c'est des choses qui vont ensemble maintenant. Voilà. Enchanté. Moi, je suis designer en agence digitale, donc Vcult. On est basé à Lille. Et on s'est fondé en 2009 à la base pour créer un réseau social en 3D sur le web. On a passé pas mal d'années dessus avant de faire un switch en 2016 pour se focaliser sur la transformation digitale des entreprises. Donc aujourd'hui, on a énormément d'enjeux justement sur le travail collaboratif, sur comment imaginer des expériences numériques qui puissent combler des impossibilités techniques physiques, par exemple. Oui, enchanté, merci pour l'invitation. Moi, à la base, je suis surtout graphiste et directeur artistique digital et j'ai commencé à mettre un peu les mains dans le code en sortant de l'école et petit à petit, je suis vraiment devenu un peu plus développeur, directeur artistique, donc du coup, un peu la double casquette et j'essaye du coup d'innover avec le code et de trouver des applications créatives liées à ça. Donc du coup, en ce moment, en effet, avec ce qui s'est passé avec le confinement, ça a été un gros renouveau et essayer de trouver des nouvelles approches créatives à ce niveau-là dans le digital. Et il y en a eu plein. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je dirige StackRN Group, une société basée à Montpellier qui est dédiée à l'industrie du sport électronique, qu'on appelle aussi l'e-sport. L'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Phénomène qui a été mis sur le devant de la scène, notamment durant le confinement. Donc on aura l'occasion de parler, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé en streaming et la problématique de l'événementiel, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui sont aujourd'hui pratiqués physiquement, dans des arénas où il y a plusieurs centaines ou milliers de spectateurs qui viennent encourager des équipes de jeux vidéo qui s'affrontent pendant des compétitions. Moi, mon métier est basé sur deux verticales. J'ai une verticale d'agence de consulting où on accompagne des marques, des clubs de sport et des investisseurs sur la compréhension des enjeux de l'e-sport pour définir leur stratégie, puisque l'e-sport est un support de communication aujourd'hui. On a également une agence de représentation de talent, donc on est agent de joueurs pour des professionnels de l'e-sport, mais également pour des sportifs de haut niveau. Et on fait pas mal d'événements business de type conférence pour des métropoles. Donc ça, c'est une verticale consulting. On a une verticale innovation, on accompagne des promoteurs immobiliers de la conception, des usages et des modèles économiques de ce que seront demain les futurs lieux dédiés à l'entertainment, avec une forte composante évidemment jeux vidéo, e-sport à l'intérieur, ce qui est notre cœur de métier. Donc on accompagne des promoteurs un peu partout à travers le monde sur comment concevoir des lieux justement où le physique et le digital vont pouvoir se retrouver, où le loisir et le business vont pouvoir se retrouver. Et donc, on a fait des projets sur Shanghai, Genève, Toulouse, Marseille, et pas mal d'autres en cours pour développer cette industrie, on va dire, des lieux physiques tournés vers l'innovation et l'entertainment. Enchanté, donc moi je dirige l'agence MCI France, donc nous sommes une agence événementielle. On organisait, parce que tout ça c'était avant, 800 événements par an.
On réunissait à peu près entre 80 000 et 120 000 personnes par an sur tous les événements qu'on fait. Et justement, à la question est-ce que l'événementiel doit se digitaliser ou va se digitaliser? J'en sais rien. En tout cas, il y a une chose, c'est cette phrase qu'on a juste à côté de moi là, quand la magie opère quand on réunit des gens. Bah, depuis 6 mois, la magie, elle opère plus. Donc, le seul moyen de pouvoir opérer, c'est le partage d'émotions quand on vit un événement. Et aujourd'hui, on a du mal à partager un petit peu ces émotions, ces expériences. Donc, j'ai pas mal de sujets à échanger avec vous tous pour savoir comment on va organiser les événements de demain. Parce que quand on parle du monde d'avant et du monde d'après, moi, le monde d'après, il me donne pas forcément envie. Donc, je fais pas partie de ceux et après. Je pense qu'il y aura un après différemment, mais j'espère qu'on reviendra à ce qu'on savait faire et puis aux émotions qu'on pouvait partager sur les événements avant cette période du Covid. Elle est essentielle parce que nous, notre objectif, évidemment, c'est de faire évoluer en permanence les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que nos étudiants soient complètement au fait de ce qui se passe sur le marché. Et on le voit bien, il y a eu un bond en avant, une accélération dans la transformation digitale du secteur événementiel. Et notre rôle, évidemment, c'est de faire en sorte que nos étudiants soient aussi prêts à prendre ce virage et à s'engager finalement dans cet événement New Generation, j'allais dire. Alors, comment on l'a vécu comme tout le monde? On se l'est pris de plein fouet ultra rapidement. En fait, tout ce qui se passe qu'on aurait dû faire en 4 ans, ça se passe en 6 mois. Là. Donc, il y a eu 2 périodes. La première période du confinement où on a annulé ou reporté pas mal d'événements sur l'année 2021 en se disant c'est juste un mauvais cauchemar qu'on vit, ça va durer 3 mois et puis en septembre tout va repartir. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc, du coup, tous les événements qu'on avait positionnés sur le second semestre, on les a tous digitalisés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de présentiel et uniquement en digital. Donc, quand on parle de digitaliser les événements, ça veut tout dire et rien dire. Là, ce qu'on fait, c'est un événement digital. Mais si on continue à faire ça, je pense que la plupart des entreprises vont perdre l'engagement des collaborateurs parce que tout le monde en a marre des réunions Teams ou des réunions Zoom. C'est pas ça qui va engager une audience ou qui va engager des collaborateurs pour pouvoir essayer d'atteindre un objectif ou essayer de partager quelque chose. Donc, on a énormément de solutions qu'on a mis en place, que ce soit du virtuel, du digital, de l'hybride. On fait tous aujourd'hui des plateaux télé. Je vous parle du plateau télé qu'on a monté à l'agence. Il n'existait pas il y a 2 mois. Aujourd'hui, on a un plateau télé avec fond vert et un décor naturel. Donc, c'est la seule alternative qu'on a trouvée aujourd'hui pour pouvoir transformer un événement physique en un événement digital. Maintenant, l'enjeu, il n'est pas sur le format de l'événement, il est de plus en plus sur le contenu. Qu'est-ce qui est important sur un événement? C'est ce qu'on y dit. Et donc, le fait de digitaliser un événement a encore plus mis l'importance sur le contenu. Parce que... Alors, en fait, moi, je n'organise pas des événements. Alors, je organise des événements business pour le compte de Métropole, CCI ou autres, mais dans le secteur de l'e-sport, il y a énormément d'événements en présentiel qui sont dans des petites, des moyennes, des grandes villes, peu importe. Il y a eu à peu près 60 événements qui ont été annulés ou reportés cette année. Donc le secteur de l'événementiel dans l'e-sport s'est juste effondré depuis ces 6 derniers mois. Beaucoup sont online, avec une spécificité, on va dire, de notre secteur, c'est qu'on a une plateforme de streaming qui s'appelle Twitch, qui a été rachetée par Amazon en 2016 à quasiment $1 milliard. Et Twitch est aujourd'hui le média principal de la génération Z, on va dire, avec YouTube, pour aller voir du live ou voir du replay. Et donc, la plupart des événements physiques qui étaient prévus, que ce soit des conférences, que ce soit des événements d'affrontement de joueurs. Alors, les joueurs sont chez eux ou sont ce qu'on appelle dans des gaming houses, dans des centres d'entraînement, des centres dans lesquels ils ont l'habitude de pratiquer avec leurs joueurs. Donc, les équipes s'affrontent des fois aux 4 coins du monde, mais soit les joueurs sont chez eux dans leur chambre, en étant professionnels, bien sûr, ou dans des gaming houses. Et tout ça est retransmis, en fait, sur un seul média, ou quasiment un seul média, qui est Twitch. Alors, on a un peu de Facebook, on a un peu de YouTube, des trucs comme ça, mais voilà. Donc, Twitch est hyper démocratisé. L'intérêt, c'est qu'il y a énormément de fan expérience qui peut se mettre en place. Alors, de plus en plus, pas énormément, mais on va dire de plus en plus. Il y a un chat interactif, on peut créer des quiz, on peut créer pas mal de choses. On parlera probablement un peu plus tard de tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle sur ce type d'événement très orienté spectacle.
L'e-sport, c'est un spectacle, en tout cas en présentiel. Donc moi, mon activité n'a pas été impactée parce que je fais énormément de consulting, d'accompagnement de marques, on a des joueurs, etc. Donc on n'organise pas nos événements grand public en quelque sorte, on a des partenaires qui le font. Mais l'industrie, de ce point de vue-là, a été complètement bousculée, comme l'évoquait Antoine. Tout le monde s'est pris en plein fouet et tous les grands événements où tout le monde se faisait un plaisir, parce que c'est la passion, le jeu vidéo, c'est la passion, c'est de se retrouver, c'est de venir avec son ordinateur, son écran, retrouver les copains avec son duvet et passer le week-end à jouer, bah, finalement, tout ça est tombé à l'eau. Il a fallu basculer sur des formats soit hybrides avec des plateaux télé, soit où les joueurs ont continué à s'affronter depuis leur chambre, en fait, en équipe, mais depuis leur chambre ou depuis des gaming houses. Ce qui est intéressant, c'est de voir par contre la naissance, je terminerai là-dessus, de toute une dynamique d'influenceurs. C'est-à-dire que pendant le confinement, les jeunes allaient sur Twitch très régulièrement pour voir leurs équipes, leurs joueurs, etc. Et il y a eu toute une arrivée en quelque sorte de joueurs ou de streamers qui sont devenus des influenceurs. Je me situerais entre ce que disait Antoine et ce que disait Boris. Nous, dans l'univers de la formation, ça fait 30 ans qu'on vit des tas de bouleversements technologiques. Le temps du tableau de papier avec des post-it dessus dans des salles en U, ça existe toujours, mais voilà. Donc on a vécu des trucs, vous vous en souvenez peut-être pas, mais on a vécu le Minitel et tout le monde disait ouh, c'est la fin de la salle. On a vécu le e-learning, on a vécu le mobile, on a vécu le social, bref. J'ai écrit pas mal de bouquins là-dessus, sur ces évolutions-là. Donc, en gros, on est une profession qui a vécu des tels bouleversements et il y en a tellement qui sont restés sur le carreau. On a vécu aussi des bouleversements réglementaires dans notre profession, comme les psys, par exemple. Donc, voilà, il reste des gens ceux qui restent, c'est ceux qui se sont énormément adaptés. Mais on avait l'habitude, quelque part, de s'adapter. Maintenant, à l'inverse d'Antoine, en fait, ou comme Antoine, notre valeur ajoutée, c'était le contenu. Donc, moi, j'ai toujours travaillé avec mon équipe sur des contenus de formation et j'ai travaillé en partenariat avec des agences comme celle d'Antoine pour faire des gros ou des petits événements d'edutainment parce que voilà, quand on fait de la formation, on travaille sur du contenu, mais aussi on travaille sur une dynamique entre les gens. Et la dimension émotionnelle, la dimension ludique, la dimension festive, elle est aussi importante que le contenu qui est transmis. D'autant plus qu'aujourd'hui, le contenu, il est dans la tête de plus personne, il est dans la tête de millions de personnes. Donc la manière d'apprendre, c'est beaucoup plus de partager des contenus existants puis d'en faire quelque chose ensemble. Donc de décapsuler les crânes et de favoriser la co-création. J'ai vraiment l'impression d'être une scénariste qui écrit des histoires, d'être une coach, et d'ailleurs je le suis, qui accompagne des gens à dire ces histoires. Antoine, tu parlais de 45 minutes, moi je fais des choses qui sont des pitchs de 2 minutes. D'être un réalisateur qui organise des plateaux télé, des moments d'interaction, des moments de live, des moments où je demande à tout le monde de se déconnecter, de s'appeler à 2 par 2 au téléphone ou d'aller produire des choses. Et des moments aussi dans lequel, quand on est ensemble, même si on est sur Teams ou Zoom, c'est beaucoup plus court. Donc moi, j'ai vraiment l'impression de vivre une nouvelle vie professionnelle. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer demain. Mais en tout cas, c'est comme un cycle historique. Alors déjà, le code en lui-même, moi je trouve que c'est un des médiums que j'ai trouvé le plus créatif dans ma démarche un peu de graphiste ou de créa, parce qu'on construit tout de zéro. Donc si on a quelque chose en tête, on peut se créer ses propres outils et du coup avec ses propres outils faire vraiment ce qu'on a au fond de la tête, donc ce que je trouve assez intéressant. Et donc là, c'était, par exemple, quand on parlait des événements qui ont été annulés, par exemple, moi, je gère, par exemple, le Festival de la Ville à Noailles ou les Swiss Design Awards en Suisse. Et du coup, quand ils ont su que tout était annulé, qu'il n'y allait pas avoir de représentation physique, il a fallu trouver plein d'innovations un peu pour refaire ce qui devait être fait en physique, le faire sur le web, mais en un temps un peu record. Donc ça a été mettre en place des lives, trouver un peu des manières, comme vous dites, qui soient un peu attrayantes de présenter un live ou de présenter du contenu. Donc, par exemple, pour les Swiss Design Awards, il y a eu tout un système de chat automatique, enfin pas automatique, mais au lieu de faire des conférences, tout a été fait par un Slack. Et le Slack a été connecté sur le site de manière un peu jolie. Et du coup, quand on allait sur le site, on avait l'impression d'être sur
sur un blog classique, sauf qu'en fait, au lieu que ça soit des posts qui soient postés de manière régulière, en fait, c'était des gens qui parlaient sur un Slack des défilés de mode. Par exemple, pour Marine Serre, l'idée, ça a été de faire un film. Donc, au lieu de faire un défilé, il y a eu un film qui a été fait, puis ce film, il a été mis dans une plateforme en ligne. Et du coup, pour rendre pour rendre le film encore plus interactif, on pouvait interagir avec des moments dans le film et du coup, les gens passaient plus de temps à regarder le film puisqu'ils pouvaient interagir avec, et ils pouvaient voir les looks, s'arrêter sur des looks, s'arrêter sur des vêtements. Et limite, moi, j'ai trouvé que ça mettait encore plus en valeur les vêtements que lors d'une fashion. Pour nous, en mars, en fait, on a eu l'occasion de discuter avec Live Nation, du coup, qui nous avait un petit peu communiqué l'état des lieux de l'industrie événementielle. Et en fait, ça a initié un petit peu une réflexion à se dire, bon, à quoi va ressembler du coup le concert de demain, etc. J'ai commencé par regarder pas mal aujourd'hui à quoi ressemblait en fait du live stream classique, comme Boris en parlait sur Twitch, en discutant du coup et avec des artistes et avec des fans. On a commencé à travailler du coup sur un outil, donc une plateforme qui permettrait de faire du streaming d'événements, mais avec des potes. Et le principe, c'est vraiment de se dire, quand je vais à un concert, si je vais en groupe, c'est plein de petits groupes qui vont pouvoir entre eux interagir. En général, on va peu parler avec le groupe d'à côté, mais on va principalement faire des apartés entre nous. Et du coup, voilà. Donc je me suis dit que c'était un truc à essayer de récupérer et donc utiliser l'outil pour créativement créer des nouvelles interactions sur du web qui se font très peu et avoir un maximum du coup de fun, de gamification, histoire d'émuler un petit peu permettre des méta-interactions par exemple. Et utiliser la technologie par exemple pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire physiquement aussi facilement. Par exemple, proposer à un groupe de fans de rencontrer l'artiste à la fin du concert. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont très faciles à faire technologiquement, mais en physique, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est des trucs qu'on peut carrément automatiser et dire qu'à la fin de chaque concert, en fait, le groupe qui aura le plus participé selon les règles de gamification, ça peut être un applaudimètre, ça peut être qui a dansé ou réagi le plus. Donc voilà, là, on va avoir un intérêt et donc une valeur ajoutée avec ce genre de plateforme. Parce que je pense que c'est possible de vivre des émotions et de passer de vrais bons moments, quasiment aussi bons que s'ils étaient autour d'un verre en physique, mais sur du virtuel. Je vais répondre assez brutal à la question. J'y crois pas, moi, l'émotion et l'expérience du 100% digital. On a beau me raconter ce qu'on veut. Quentin, moi, je suis fan de musique comme toi. Avant, j'allais à 2 à 3 concerts par mois. J'ai qu'une envie, c'est d'être dans la fosse, sentir les cris, l'émotion, la transpiration des gens. Et de passer, en fait, ce qui m'embête, c'est on est passé du 100% présentiel au 100% digital. Donc, dans tout, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, et on voit que les extrêmes ne fonctionnent pas et on n'en a pas du tout envie. Si je ramène ça à l'événementiel, je vois, nous, on a une partie de notre business, on a 15% de notre business, c'est le sport. Il n'y a plus personne dans les stades. On n'a plus de business. Qu'est-ce que c'est triste? On a beau le regarder à la télé, mais vous regardez un match de foot ou un match de rugby à la télé sans spectateurs, on s'emmerde, c'est triste. Et d'ailleurs, on n'est plus engagé. On n'a même plus envie de supporter son équipe, ni de la regarder parce que ça emmerde tout le monde de regarder un stade qui est vide, ça vibre plus. Néanmoins, on a appris sur cette crise parce qu'il y a des choses qui sont bien. De notre côté, nous, on a organisé des conventions et des séminaires avec 1000 personnes qui faisaient 8 heures d'avion pour aller écouter 2 heures de conférence à Paris, ce qui était complètement ridicule pour 2 raisons. Un, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue éco-responsable. Et ça, pour le coup, la crise a accéléré le fait et a accéléré les mentalités dans les entreprises de se dire qu'après la crise, tous les comités de direction, les boards ou les séminaires où ils réunissaient l'ensemble des gens pour 3 heures de réunion du mois, et tant mieux. Et je ne dis pas ça parce que nous, on est organisateurs d'événements, mais du coup, on a travaillé des solutions digitales qui vont permettre un événement en présentiel en Europe, par exemple, ou en France, et les gens vont venir en train et on va éviter de faire voyager tout le monde en avion. Et par contre, ceux qui sont en Asie et ceux qui sont aux US
vont pouvoir participer à la réunion via toutes les innovations digitales qu'on a exploitées pendant cette période-là et puis qui vont encore évoluer sur les 3-6 mois ou les années à venir. Donc, à la réponse, comment vont être les événements de demain? J'espère qu'ils vont être comme avant, au niveau de l'expérience et puis du partage et de l'émotion. Et tant mieux si demain, les événements vont pouvoir, des personnes qui ne pouvaient pas y être, de pouvoir les vivre à distance. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne aussi à événementialiser le digital, c'est-à-dire apporter ce fun et ce côté émotionnel qu'on peut avoir dans le digital. Et ça, c'est du travail de créativité, de contenu et d'accompagnement des agences auprès de leurs clients. Mais on a tous fait le tour de nos clients, ils n'ont qu'une envie, mais c'est de retrouver le lien et le physique, parce que je pense qu'on est fait pour ça. Je ne pense pas qu'on soit fait juste pour du 100% digital. Après, si ça nous permet d'avoir un truc en plus, tant mieux, mais vivement qu'on transpire dans les fosses pour aller voir nos artistes, quoi, parce qu'il y en a ras-le-bol là. Je vais vous raconter 2 exemples, mais je vais rajouter un mot parce que j'adore le mot sérendipité. Il y en a un autre que j'adore, c'est le mot égrégore. L'égrégore, c'est cette espèce de, c'est Jung qui en parlait le premier, c'est cette espèce de vibration collective qui fait que d'inconscient à inconscient, quand on est plein dans la même salle, il se passe quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait les holas dans les stades, ou que nous, dans nos séminaires, on s'embrasse à la fin, ou on vit des moments émotionnels extrêmement forts. Et cet égrégore, il a beaucoup plus de mal à passer en digital. Et moi, je suis très branchée dans ces trucs-là. C'est parce qu'il y a des ondes très clairement de cœur à cœur, de cerveau à cerveau ou d'inconscient à inconscient qui sont physiques et qui passent beaucoup plus difficilement quand ça n'est pas physique et quand c'est codé, même si ce que vous racontez, Quentin et Tristan, c'est juste le rêve, quoi. Moi, je trouve ça très inspirant, notamment tout ce qu'il y a pour la mode. Je voudrais juste raconter une anecdote, un tout petit truc que je fais là. Alors, moi, je fais presque plus de la formation. Enfin, je pense que la formation telle qu'elle, ça n'existe plus. Enfin, il n'y a pas le maître et l'élève, tous ces trucs-là, c'est terminé. C'est juste des contenants, des moments dans lesquels on décapsule ou on partage des contenus qu'on va chercher ailleurs et qu'on peut chercher d'ailleurs en dehors des moments collectifs. J'ai eu un brief la semaine dernière. J'ai fait un petit séminaire de fin d'année pour une équipe de 10 nanas. Et c'est important que ça soit des femmes, donc c'est pour ça que j'en parle. Et qui passent leur vie à redesigner elles-mêmes des gros séminaires et qu'en pouvaient plus, qui ont passé leur année sur Teams, etc. Donc là, on était sur Teams et j'ai proposé de faire un truc complètement low-tech, complètement fun et complètement on rigole, quoi. Et il y avait trois moments dans ce petit séminaire qui a duré 2 heures, c'est tout. Le premier truc, c'est qu'il fallait qu'on soit tous caméra ouverte. Le deuxième truc, c'est qu'il fallait qu'on soit tous habillées Noël. Donc, elles ont déliré avec des pulls, avec des rennes. Moi, j'avais des boules aux oreilles. Enfin, c'était du bon gros délire. Et j'avais designé 3 moments qui ont du sens. Le premier, c'était un moment dit cathartique. En fait, j'ai juste montré une petite BD avec des tas de petits bonshommes et je leur ai demandé le bonhomme qui choisirait pour raconter dans quelles émotions elles étaient maintenant. Donc, c'est du photolangage à la noix qu'on fait depuis 40 ans, depuis que Moreno a inventé le jeu de rôle. Enfin, voilà, ça a marché impeccable. Et c'était, voilà, sur l'écran, il y avait une BD. Le deuxième chose, ce n'était pas un effet cathartique, c'est un autre effet qu'on appelle l'effet Bridget Jones, qui est l'effet de la narration, c'est-à-dire du journal intime. C'est quoi vos achievements? Qu'est-ce que vous avez réussi ce trimestre-là? C'est quoi vos key learnings? Qu'est-ce que vous avez appris? Et puis, trouver une petite vidéo, une petite image. Elles m'ont envoyé ça et j'ai synthétisé le tout et même pas un jour, il y a quelqu'un de mon équipe qui est un mec absolument génial, qui a fabriqué un petit film de 2 minutes, hyper rigolo, avec des mots-clés, puis des tas d'extraits de vidéos de femmes puissantes qui racontent, bon, donc on avait Kill Bill, on avait des trucs marrants, etc., qui racontaient ce qu'elles avaient vécu. Et ça a été un effet pour elles, non pas pendant elles se sont marrées comme des bossus, mais on a utilisé cette espèce de pre-work, de storyboard, pour les faire ce petit journal intime. Ça leur a pris 30 minutes. Et on n'a pas plus commenté que ça, mais c'était un cadeau. Et puis, elles ont presque pleuré. Donc, on avait un chat, tout le monde s'envoyait des bisous, des machins, des trucs. Et puis, ensuite, je leur ai dit, bah voilà, on va se déconnecter.
il y en a marre là. Donc, et j'avais fait un truc mais complètement low-tech avec des petites cartes, un chapeau, malin. Je filmais mes mains et j'ai sorti des couples de filles, machine avec bidule, machine avec bidule. Et je leur ai envoyé juste avant une recette d'infusion. Et je leur avais fait expédier chez elles de la cardamome, donc des trucs physiques qui étaient arrivés dans un joli petit paquet chez elles. Et je leur avais dit, vous ouvrez ça à ce moment-là. Donc, on coupait le Teams, elles allaient dans leur cuisine, elles faisaient leur infus. J'ai essayé de trouver un truc émotionnel. Et ensuite, elles appelaient la collègue dont j'avais tiré au sort le nom. Et elles avaient 2 trucs à dire. C'est ce que j'admire et ce qui m'inspire. Ce que j'admire chez toi, ce qui m'inspire. Et pour que ça soit pas lourd et on n'écrit rien, elles réfléchissaient en faisant leur infusion dans leur cuisine. Et puis, elles se sont téléphonées, off Teams donc. Et puis, 30 minutes après, elles sont revenues sur le Teams. On n'a pas débriefé, on n'a rien fait. J'ai jamais reçu des trucs aussi beaux après. Donc, en off, des manifestations d'affection, de dire, bah voilà, c'était... Ouais, on était en Teams, mais il s'est passé quelque chose. Elles avaient bien déliré avec leur fond d'écran. Alors, c'est pas de la formation, mais c'en est un. Parce que exprimer une émotion, faire sa narration à la Bridget Jones de son année... je vais pas vous faire, bon, je suis psy, mais je vais pas vous faire tout le baratin psy qui explique les processus cognitifs et émotionnels qui étaient mis en œuvre, mais ça a marché. On a parlé tout à l'heure de la culture et du côté mainstream que la digitalisation peut apporter à certains secteurs. Ce que disait Tristan tout à l'heure sur le luxe, avec un défilé de mode finalement, peut-être que sur une plateforme de streaming, je pourrais bien volontiers y participer, quitte à payer éventuellement une inscription ou avoir un casque de VR pour être encore plus immergé. Dans l'e-sport, évidemment, c'est une problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est de se dire comment on transpose du physique au digital. Donc ça, c'est un secteur qui s'est adapté très très rapidement. On a des éditeurs de jeux comme Epic Games, donc qui est l'éditeur du jeu Fortnite, qui est le jeu le plus pratiqué au monde avec League of Legends de chez Riot Games. Ils ont complètement réinventé le marketing. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du jeu, ils ont fait des concerts. Quentin parlait de musique tout à l'heure, on a eu des concerts de rappeurs comme Travis Scott, par exemple, où il y avait 12 millions de personnes connectées en même temps. 12 millions de joueurs qui se sont connectés avec leur PlayStation ou leur Xbox ou leur téléphone dans le jeu et qui ont pu participer à une session en live de Travis Scott. C'est des choses qu'on n'aurait probablement pas imaginées il y a de ça encore 2 ans ou 3 ans. Ça peut être cyclique aussi. Second Life, aujourd'hui, n'a plus la même orientation qu'il y avait il y a quelques années, où tu avais des boîtes comme EDF qui avaient carrément acheté des tours dans Second Life pour développer la marque employeur et pour pouvoir faire du recrutement avec des process de gamification, etc. Donc là, maintenant, on ne parle plus de Second Life, mais c'est vrai que le jeu vidéo devient un outil de com, un outil marketing. Les baskets Nike, pareil, sont sortis en priorité, je crois, sur les Nike Air 270 sur Fortnite. On peut faire énormément de choses. Donc, il y a à la fois un côté mainstream où on va démocratiser la culture ou certains événements qui sont des événements incroyables. Moi, j'ai assisté avec mes 2 garçons. J'ai 2 petits geeks à la maison qui ont 10 et 14 ans, qui jouent à Fortnite, voilà. On a regardé en live l'événement de Travis Scott, mais moi, j'étais bluffé, quoi. On était avec la manette, on se déplaçait dans le jeu avec le chanteur et tout. C'était assez incroyable comme immersion. Mais il n'empêche que cette immersion qu'on peut créer, on peut mettre de la 3D, on peut mettre de la VR, on peut mettre tout ce qu'on veut, ça ne remplacera pas ce que disait Antoine, la sueur dans la fosse d'une salle de concert, la bouteille de bière qu'on va se prendre sur la tronche en allant voir un match de rugby ou de foot, etc., qui fait partie de ce qu'on aime, les relations sociales. On est fait pour ça. On n'est pas fait pour être derrière un écran. Et même si je passe 15 heures par jour derrière un écran, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir retourner dans une arène de sport, ou aller voir un concert, ou aller voir une pièce de théâtre, ou tout simplement aller manger avec des potes et faire la bringue toute la nuit. Donc, ça nous apporte une sorte de palliatif, on va dire, à ce qu'on ne peut plus faire, et essaye de recréer des expériences, mais on ne va jamais pouvoir recréer exactement la même expérience. On ne va pas pouvoir, à 3 heures du matin, boire une bière avec un chef d'entreprise avec qui on va signer un gros contrat, ou on ne va pas pouvoir transpirer toute la soirée en regardant un concert d'un chanteur qu'on adore. Mais on crée des expériences et je pense que c'est intéressant d'un point de vue culturel de se dire qu'on essaie de s'adapter, de recréer autre chose. Donc on remplacera pas, mais on crée des nouvelles choses qui, à mon avis, vont perdurer et permettre d'aller,
pour certains secteurs dans un côté mainstream. Et typiquement le jeu vidéo, où tu as le cliché du bon gros geek de 130 kilos avec sa bouteille de coca, sa pizza à la main, et à quoi en plus il est payé pour jouer avec une manette à la main. Oh, les mecs qui sont payés, tu te rends compte? Bah oui, en fait c'est des athlètes de haut niveau, on ne le sait pas encore, mais ça se démocratise aujourd'hui avec des nutritionnistes, avec des coachs, avec de la préparation physique, etc. Et cet écosystème qui est en train de se développer grâce notamment à Twitch et puis aux influenceurs qui sont derrière, bah, ça permet finalement de faire rentrer le jeu vidéo / e-sport dans l'entreprise. Et les entreprises aujourd'hui utilisent les compétitions, par exemple, de jeux vidéo en interne, en termes de communication interne. Ils peuvent se faire des challenges, ils peuvent faire du team building autour du e-sport. Et donc, On a des showrooms virtuels. Vraiment, ça, je pense que c'est une des plus grosses tendances qu'on a eu cette année. Donc, vu qu'on ne peut plus faire, par exemple, de salon automobile, actuellement, on travaille avec un fabricant de pièces automobiles qui va présenter, du coup, dans un espace virtuel toutes les business units, des produits en 3D à manipuler, etc. Donc, c'est intéressant pédagogiquement. Créativement, on peut faire le showroom le plus luxueux dont on rêve. Et en plus de ça, donc comme j'en parlais tout à l'heure, des outils de travail collaboratif en réalité virtuelle. Et sinon, ce qui avait déjà commencé déjà bien avant, c'était beaucoup de Web 3D, donc essayer de compenser l'expérience qu'on va pouvoir avoir en point de vente. Par exemple, chez Decathlon, quand je voulais acheter une tente, j'avais systématiquement de l'espace qui était dédié à des tentes montées, par exemple, sur le parking. Je pouvais rentrer, je pouvais avoir des petits écriteaux qui m'expliquaient que l'aération marchait comme ça. Et ça, nous, du coup, on travaille, par exemple, à le placer directement dans la page produit e-commerce pour avoir, en plus des photos, le modèle 3D. Je peux naviguer, je peux simuler de la pluie, du vent, etc. Et parcourir le catalogue, voire même le placer en réalité augmentée chez moi. Donc, bon. Alors moi, je dirais qu'à moyen terme, enfin vraiment là en ce moment, c'est profiter un peu de cette condition un peu bizarre du confinement pour créer des sortes d'ovnis que d'habitude les boîtes peuvent pas faire, ou justement dans la mode, et c'est le moment en fait de faire quelque chose qui est complètement différent d'habitude. Donc là, je dirais que ça, c'est les projets peut-être les plus intéressants, où on peut vraiment s'amuser, et il y a vraiment des choses à faire. Je pense à, par exemple, quelqu'un qui fait de la musique, et ben, il pourrait faire un livre ou n'importe quoi, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, ou d'en faire un site web ou autre. Et après, sinon, pour revenir à... Moi, c'est surtout dans l'art où en fait j'ai eu pas mal de demandes. C'est pour justement toutes les galeries qui avaient des espaces physiques. Ils avaient besoin de quand même présenter des œuvres et présenter des artistes. Et du coup, il a fallu faire tout ça online. Et du coup, je reviens sur le concert de Travis Scott, mais à chaque fois, on parle des spectateurs et du public et du fait qu'ils n'ont pas la même expérience. Mais je pense aussi que pour l'artiste, le fait de ne pas avoir de public en face, ça fait que, à mon avis, sa prestation, elle n'est pas du tout la même. Et que si vraiment il a tout un public en face de lui, je pense que c'est un peu pareil pour les artistes. Quand ils présentent une œuvre, ils s'attendent à ce que ça soit présenté dans des conditions qui font qu'on a un peu une émotion et qu'on a un peu qu'on peut la sentir, ou même si c'est une œuvre physique ou une sculpture, il faut la voir dans l'espace, et voilà. Donc je dirais que pour les artistes, c'est pas super de présenter de l'art sur le digital. Pour les galeries, c'est limite pas trop mal, parce que ça leur fait un outil qui leur permet de faire beaucoup plus d'expos que d'habitude. Ils peuvent en faire une par semaine, ils peuvent présenter beaucoup plus d'œuvres, ils peuvent toucher beaucoup plus de monde, parce qu'ils peuvent inviter plein de gens sur Internet ou autre. Et donc du coup, les viewing rooms, c'était un peu quelque chose qui était un peu gadget, je dirais. Il y a quelques années, il y avait quelques grosses galeries qui avaient ça, comme Gagosian, ou des foires comme Art Basel, et c'était un peu un truc gadget que personne n'utilisait. Et là, par contre, avec le confinement, c'est vraiment devenu un espèce d'outil essentiel que toutes les galeries doivent avoir, parce que sinon, c'est trop dangereux pour elles de ne pas avoir ce genre
d'outils en ligne et qui leur est propre, avec leur propre identité, leur propre design. Voilà, donc moi j'en ai eu plusieurs à faire, une pour Kamel Ménour qui était en plein premier confinement, et ensuite j'ai repensé avec mon associé, on a repensé aussi Paris International, qui est un peu une foire d'art contemporain avec plein d'espaces customisables par chacune des galeries. Donc chacune des galeries avait un mini back-office pour gérer un petit peu les couleurs, les placements des images, et chacun se créait un peu son propre site web, son propre espace dans un back-office, et ensuite le site web se créait un peu de lui-même avec ce que les exposants avaient envie de montrer. Donc il y avait des viewing rooms qui étaient entièrement vidéo, avec que des galeries qui présentaient des vidéos, d'autres qui étaient avec beaucoup de texte, d'autres qui étaient plus des images d'espace qui avaient été faites avec des photographes qu'ils avaient choisis. Donc du coup, ça donnait un peu pareil, genre c'était à chacun d'être un peu créatif dans son espace digital. Heureusement qu'on n'a pas attendu une pandémie pour pouvoir se pencher sur les métiers du digital. C'est-à-dire qu'on a tous été confinés le 16 mars, on fait du digital dans l'événementiel depuis bien longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Pareil, pour pouvoir s'adapter, le télétravail, on le faisait déjà avant. Quand on est chef de projet dans une agence d'événements, on est sans arrêt en remote, un peu partout, à droite, à gauche, pour pouvoir assurer les productions des événements. Donc non, la seule chose qui a changé, c'est qu'on ne fait plus que ça. C'est juste ça qui a changé, c'est-à-dire qu'avant, on avait du digital dans les événements, mais le curseur était sur l'organisation telle de l'événement. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Donc, ça n'a pas été simple, comme dans toute entreprise, de pouvoir s'adapter au fait de ne devoir faire que ça. Ça ne touche pas tous les profils. On avait aussi pas mal de profils qui étaient très logistiques, avec une expertise depuis plus de 10 ans ou 15 ans logistique que nous demandent nos clients, hein, parce que quand on organise un événement de 600, 1000 ou 20 000 personnes, il faut une expertise logistique plus que digitale. Donc, la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on ne fait que ça. Et en dehors de ne faire que ça, il y a un point qui est hyper important dans notre boulot, mais comme pour tout le monde, et puis aussi aux gens qui ne peuvent plus aller sur des événements en présentiel, il y a la notion de plaisir. La notion de plaisir aujourd'hui, elle est assez loin par rapport au métier initial qu'on fait et par rapport au digital qui nous apporte encore quelque chose de différent, mais sur lequel il y a un petit peu moins de plaisir à préparer les événements et à les vivre. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que le fait d'avoir du plaisir dans son quotidien et dans son job, c'est ce qui contribue à la performance derrière. Donc, j'espère qu'on va retrouver rapidement du plaisir à devoir servir nos clients sur des événements qui soient live, digitaux ou pas. Mais c'est ça qui drive un petit peu la performance et la réussite des événements. Donc, je parle pour nous MCI, mais toutes les agences événementielles faisaient déjà du digital avant l'arrivée de cette pandémie. Je vais parler déjà en notre nom. Nous, on était considérés, si vous prenez un guide aujourd'hui, vous voyez MCI France, agence d'événementiel. Demain, vous n'allez plus voir ça. Le mot événementiel est devenu presque un gros mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense événementiel, on a peur, si jamais il y a une pandémie, un attentat ou une grève, parce que des crises, on en a subi, hein, entre les grèves, les gilets jaunes, les attentats, et on a toujours su se réinventer pour pouvoir faire des événements. Là, le problème, c'est qu'on s'était réinventé. On avait tous les protocoles sanitaires pour pouvoir mettre en place des événements, mais on ne nous laissait pas le droit de faire notre métier en réunissant 100 personnes dans des conditions qui étaient plutôt réunies pour répondre à la crise sanitaire, alors qu'on laisse 40 000 personnes aller dans un centre commercial le week-end pour faire des courses. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué pour nous, en tant que professionnels de l'événementiel, à nous laisser entendre qu'on n'avait pas le droit de faire notre métier. Néanmoins, ce qui va changer et bouleverser un petit peu nos agences, c'est que demain, on va s'appeler agence conseil en stratégie d'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne plus nos clients sur comment ils vont engager leur audience et non pas avec une réponse simple. Vous avez besoin de rencontrer des gens, on va vous faire un événement. Non, c'est comment vous allez engager votre audience, qu'elle soit B2B ou B2C. Et l'événement fait partie de cette stratégie d'engagement. Donc, on va être un petit peu plus sur le conseil en amont pour pouvoir donner le bon canal de communication à un client pour pouvoir toucher son audience. Et c'est ça qui va véritablement changer le positionnement des agences et puis en tout cas notre métier, parce qu'on ne va plus répondre tout simplement par « on attend le brief de votre événement et on va répondre par un événement ». Non, vous devez toucher une audience. Quel est par rapport à la situation actuelle, au timing et à votre stratégie, le meilleur canal pour pouvoir toucher cette audience? Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est de l'événementiel? Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce que c'est encore autre chose? Et c'est ça qui va véritablement changer notre métier entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire véritablement demain.
Alors, moi, je pense que de toute façon, pour les professionnels de l'événement, je pense que c'est une évolution qui va finalement redessiner aussi les contours même des métiers de l'événementiel. Quand on parlait tout à l'heure de compétences, d'expertise, etc., ça veut dire qu'il va falloir élargir son champ de compétences, travailler de façon encore plus ouverte avec des acteurs qui peuvent être issus de secteurs différents. On a parlé tout à l'heure du gaming, mais je pense aussi à des professionnels de l'intelligence artificielle, de la data, des nouvelles technologies, des objets connectés, pourquoi pas. Donc, je pense que voilà, l'événement sera hybride dans tous les sens du terme. Hybride parce qu'il mêlera, et on l'espère, comme le disait Antoine, à nouveau le physique et le digital, et hybride parce qu'à mon avis, il va y avoir aussi un mix finalement de compétences différentes. Et je pense que ça peut apporter aussi des perspectives absolument fabuleuses pour co-construire justement l'événement avec des expertises totalement différentes qui viennent au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc je pense que c'est aussi une vraie opportunité. On a parlé aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais sur de la captation d'audience, et ça veut dire aussi que le métier demain de l'événementiel, ce sera peut-être aussi d'aller capter des audiences, d'aller générer des leads, et comme le disait Antoine, de créer finalement cet engagement. Donc ça va redessiner, à mon avis, le périmètre de ce qu'est le métier aujourd'hui de l'événementiel en engageant justement les visiteurs d'un salon, etc. Mais ça veut dire que le métier va forcément évoluer pour l'événement physique. Moi, ce que je retiens aussi de ça, c'est que effectivement, il y a cette notion d'événement hybride qui évidemment va continuer et je pense qu'on ne reviendra pas évidemment en arrière, que le digital va prendre de plus en plus d'importance. Après, il faut savoir aussi l'utiliser à bon escient et puis ça peut être aussi l'occasion de démocratiser aussi certains événements qui étaient pour l'instant réservés à une petite partie, mais en tout cas ça donne des pistes très intéressantes d'innovation, de créativité et je retiens aussi l'importance des contenus qui sont de plus en plus importants, puisqu'en fait c'est vraiment finalement on se rencontre aussi pour se faire passer des messages et je pense que c'est vraiment quelque chose de doper cette notion de contenu, de booster la créativité des contenus, des formats. Je pense que ça va être essentiel dans les mois et les années à venir. Merci à toutes et à tous et on aura le plaisir de retrouver un maximum d'anciens et d'étudiants de l'ISCOM sur notre site internet pour suivre cette table ronde et toutes les prochaines qui arrivent très bientôt sur d'autres sujets. Merci beaucoup de votre réflexion et de votre participation, de vos idées pour imaginer l'événementiel de demain.